Aujourd'hui, une fois de plus, je vais essayer, du moins, de parler, de faire comprendre peut-être certaines choses. Pour ça, hier, j'ai posté, enfin, publié des vidéos concernant la pédophilie. Parce que ça aussi, tout comme l'esclavage, ce sont des choses qui sont encore de nos jours inacceptables, mais ça existe encore. Alors, comme je le fais, et puis sûrement vous aussi, je navigue sur le net. Hier, j'ai eu des retours par rapport aux journalistes, aux personnes. Attendez, voilà, j'ai retiré ma deuxième oreillette parce que, comme je le disais, ça me fait un retour catastrophique. Donc en fait, j'ai navigué plus ou moins sur le net et puis j'ai eu des petits retours concernant la manifestation de samedi des Gilets jaunes. Personne courageuse, hein, à mon goût. Moi, chacun voit comme il veut. Mais on en revient à ce que je disais dans les deux précédentes interventions. Je pense pas que vous ayez vraiment compris ce que j'ai voulu expliquer en fait. On est dans une situation où en fait on a un gouvernement qui à la fois sous une, on va dire, il nous pousse au maximum. Alors moi j'imagine un peu la chose. On est là tous les jours à attendre sur les starting blocks comme des chevaux. Le gouvernement nous donne un point de départ, un point d'arrivée et top, on court tous avec des œillères et on galope au galop. On essaye de sauter des obstacles et on continue à galoper. Et pendant ce temps, la ligne d'arrivée recule. Recule. Vous savez, c'est un peu comme quand on fixe un point d'horizon et qu'on essaye de le rejoindre et qu'on a toujours l'impression qu'il s'éloigne. Eh ben, c'est un peu ça, en fait. On va dire que le gouvernement, il a trouvé cette tactique de balancer une information où tous les gens, vous, moi, n'importe qui, on se met à courir. On essaye d'attendre un point qui visiblement on n'attend jamais. On n'attend jamais, je veux dire. Désolé si des fois j'ai quelques petits soucis dans la prononciation, c'est parce que j'ai un casque de retour et il est légèrement décalé. Donc voilà, donc je disais en fait ils nous mettent un point sur l'horizon et on galope avec des œillères en oubliant tout ce qu'il peut y avoir autour. Et en fait, la stratégie du gouvernement, c'est un peu ça. Et je vous explique. Pendant ce temps où nous, avec des œillères, on court après, on va dire, les informations que les actualités nous balancent sur les textes de loi, les 49.3, enfin bref. Eh ben le gouvernement nous en met une petite
en préparation. Donc, j'en reviens à dire une chose. Vous voulez qui dégage. Bon, ok, je vous l'ai dit moi-même, c'est bien beau de demander aux gens de dégager. Après, il faut mettre quelqu'un d'autre. Là, c'est un grand débat qui suivra par la suite, je sais pas. Enfin, mais en attendant, je sais pas si, comme je l'ai expliqué, on prend pas un château. On va imaginer que l'État, c'est un château. On ne prend pas un château quand il est fort. On l'épuise avant tout. On s'attaque à sa structure et à son ensemble. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à un moment donné, dans une de mes publications, en direct, j'ai soulevé le point que si on ne payait plus d'impôts, des taxes ou autre que le gouvernement nous prend, il ne pourra pas payer ses garnisons. C'est la première des choses qu'on fait quand on veut prendre un château. On affaiblit les garnisons. Voilà. Ensuite, on s'attaque à sa structure. On affaiblit les murailles. C'est comme ça qu'on fait. Et là, à l'heure actuelle, en fait, vous y allez tête baissée, vous vous tapez la tête contre un mur, et vous arrivez à rien faire tomber. Alors, pour l'occasion, j'ai pris quelques petites vidéos sur le net, et je vais vous faire voir un peu ce que ça donne en réalité vos actions. Ok? Donc je vais vous mettre en direct, plus ou moins, et ensuite on débattra sur le sujet si ça vous intéresse, mais pour le moment j'essaye de vous faire comprendre une chose. Quand on est stratège, qu'on joue aux échecs, on affaiblit l'adversaire parce que en l'affaiblissant, vous savez, c'est un peu le principe d'une personne qui a faim. Une personne qui a faim, elle ne réfléchit pas. Tant que eux, ils ont, on va dire, tant que eux, ils ont pas faim, ils sont en force vis-à-vis de vous. Et on voit que c'est vrai ce que je vous dis, puisqu'en fin de compte, vous avez faim et vous partez dans tous les sens. Regardez bien ce que je vais vous mettre là. J'en ai pour 2 minutes. Regardez. Et pourquoi il peut pas passer? Parce qu'il y a le drapeau, c'est hallucinant. Ouais. En fait, il faut poser le drapeau par terre, vient de nous dire monsieur le CRS. Il est là pour représenter le peuple français, dont l'emblème est le drapeau, et on n'a pas le droit de passer. Monsieur, on veut juste passer de l'autre côté de la pelouse. Juste passer de l'autre côté de la pelouse, s'il vous plaît. Le monsieur veut rien savoir. En fait, il empêche de passer tout le muraire uniquement parce qu'il a le drapeau. Pour quelle raison? Faites un abus d'autorité. Mais monsieur, on a la libre circulation, on a le droit de circuler sur une pelouse. Voilà. On a la libre circulation, on a le droit de circuler sur une pelouse. Vous respectez pas les lois françaises. Mais ce CRS là, cette personne-là est payée par l'État, donc par vous. Mais, et si vous regardez bien, il y a 2-3 petites choses que vous avez peut-être pas vues. Alors, pour pouvoir être repéré dans une foule, les gradés, ceux qui organisent indirectement, ils ont une marque, c'est-à-dire une étiquette rouge ou jaune, comme vous avez pu voir. Ça, c'est un peu un semblant de grade. Mais il y a aussi un truc
En psychologie, enfin, je sais pas si vous y connaissez un peu, en matière de manifestation, on met ce genre d'étiquette parce qu'en fait, les individus se focalisent sur l'étiquette elle-même. Elles n'ont pas la mémoire du visage de ceux qui sont intervenus. Bien sûr, vous allez dire, maintenant, il y a les caméras, on peut voir la tête de Pierre-Paul Jacques. Mais dans une manifestation, si vous y allez, par exemple, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des casseurs, hein. Ils mettaient des casques avec, on va dire, une petite étiquette ou une casquette avec un logo. Ce qui fait que quand on demandait aux gens qui a fait quoi, personne n'était capable d'identifier formellement le visage de l'individu. Mais tout le monde se rappelait du petit emblème qu'il y avait sur la casquette. Alors, c'est pour vous, si je vous dis ça, c'est pour vous expliquer qu'en fait, ces gens-là, ils sont organisés. Ok? Vous arrivez en suivant les règles. On vous dit que pour manifester, il faut effectivement demander à la préfecture, établir ce qu'on appelle le chemin de tel endroit à tel endroit, je veux dire, de telle heure à telle heure, telle date. La préfecture vous dit oui, non, peut-être. Ensuite, effectivement, ça permet au ministre qui s'occupe de ces gens-là, excusez-moi parce que vous avez vu l'heure, 5h46 du matin, la politique et moi, ça fait 12. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que il savait qu'il y a des gens qui allaient effectivement manifester, on les a encadrés. Mais au final, quand il y a des gens comme ça qui viennent et qui disent « j'ai le drapeau français, je veux traverser la pelouse », le gars il dit non. Alors bien sûr ça choque tout le monde, on se dit « attends c'est quoi ce bordel » et tout. Mais parce qu'ils ont reçu l'ordre de dire voilà, si quelqu'un cherche à aller au-delà des limites de ce qu'on lui a imposé, il faut dire non. Alors vous allez dire, le CRS en lui-même, il est bête et discipliné. Mais c'est comme ça. Ça peut vous plaire ou pas plaire, je sais pas, j'en sais rien, parce que je suis pas là pour plaire aux gens. Je suis là pour vous expliquer des choses. Ils ont et ils sont organisés. On est d'accord? Quand vous manifestez, quand vous cassez les magasins, vous leur donnez matière. Vous n'arrivez à rien, parce qu'on parle de vous dans les infos, ça fait de la thune pour les médias, puisqu'en attendant, ils touchent des sous en plus avec les pubs qui nous assaillent à longueur de journée. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que depuis 2018, où les gilets jaunes, enfin, ont décidé de mettre le holà avec le gouvernement, qu'est-ce qui a changé? À l'époque, ils manifestaient parce que pour les problèmes de carburant et tout ce qui s'ensuit. Mais regardez à combien il est le carburant à la pompe. Si ça avait changé quelque chose réellement. Là, on est en pleine crise énergétique, les gens disent c'est bien, c'est pas bien, enfin bref. Mais ça changera rien. On a des boulangers qui sont en train de fermer, des restaurateurs. Mais il n'y a pas que. Il y a des familles complètes qui vont se retrouver surendettées, à courir après les œuvres, on va dire sociales, ça veut dire pour manger. Parce qu'en fin de compte, la hausse électrique n'est pas que pour les commerçants. Elle est pour tout le monde en France. Alors, on en revient à ce que je vous disais. Vous ne pourrez jamais gagner en les affrontant de face. Alors, oui, j'ai vu un post, enfin un commentaire, qui disait il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller.
Non mais, je sais pas si... Regardez la seconde vidéo, enfin, plus ou moins le prochain extrait que je vais vous mettre, et vous allez comprendre un peu mieux ce que c'est de les affronter de face. Regardez bien. Attendez, là, je suis déclarant de la manif. Voilà. Donc en fait, on voit un gars, je sais pas, il discute avec les CRS, un autre gars qui vient, qui essaye de calmer le jeu pour X ou Y raison, et là, on voit que tout allait se passer bien, plus ou moins. On voit un CRS directement faire le tour des autres, lancer le conflit, ça veut dire balayette, le traîner au sol, et comme c'est un corps d'élite, et qu'ils agissent en masse, les autres suivent. C'est-à-dire tout comme vous, manifestants, quand il y en a un qui se fait taper, tout le monde vient derrière, et ben les CRS c'est pareil. On le voit bien, hein, puisque il y avait personne qui bougeait, jusqu'au moment où ce gars-là, il est venu, il a balayé l'autre, d'ailleurs ce qui n'est pas vraiment convenable, mais bon, peu importe, et les autres se sont jetés dessus. Alors, les CRS, ils ont des tactiques. En cas d'émeute, ou par exemple de manifestation, ils se fixent un point. Par exemple, celui qui râle le plus, parce que en général, ceux qui râlent le plus engrainent la foule. Vous savez, en théorie, vous savez ce qu'on dit? On dit que le QI des individus se réduit de 50% à partir du moment où ils sont en foule. On est d'accord? Donc en fait, les CRS se fixent un point. Alors quand ils chargent pas n'importe où. Ils chargent ce que le gradé en chef dit, voilà, vous voyez ce gars-là là-bas, avec le pull vert par exemple, c'est lui que je veux. Alors, ils vont charger en masse, avancer, et puis d'un seul coup, vous allez voir de l'arrière-plan un groupe de CRS, puisque les autres se sont approchés, un groupe de CRS se diriger vers le point, ce qu'on appelle l'objectif. Le prendre et le rapatrier derrière. Un peu comme aux échecs, vous comprenez? Ça veut dire qu'on prend l'individu, on le ramène derrière et ensuite on lui met sa sauce. Malheureusement, c'est la circonstance, on va dire, c'est là et que ça me fait un peu sourire, mais je trouve ça malheureux. Parce que toutes les manifestations, tous les gens qui se font taper pour vous, pour moi aussi, hein, on est là, on dit oyez, 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 mais on les aide pas. En les encourageant à aller se faire taper, vous avez vu, le gars, il essayait de discuter, mais ce jour-là, il n'y avait pas à discuter. Ça veut dire que, à partir du moment où vous ouvriez votre bouche, vous étiez ce qu'on appelle on va dire un élément engraineur. Donc, vous étiez la cible.
ce monsieur-là, on sait pas ce qui s'est passé avec le CRS juste avant, mais on voit qu'à un moment donné, peut-être qu'en arrière-plan, il y a des gilets jaunes qui sont venus, des gens pour écouter, pour voir, et donc ils l'ont balayé au sol parce qu'il fallait intervenir rapidement. Ensuite, c'était bien beau d'aller gueuler sous les camionnettes et compagnie, ils allaient pas le faire sortir. Alors, comme je vous disais, on va imaginer que l'État, c'est un château. On ne l'attaque pas de front. Jamais. En stratégie militaire, on le sait que il faut d'abord affaiblir pour prendre. Là, on n'affaiblit rien. On perd du temps, on perd des gens parce que effectivement, quand on regarde ceux qui finissent en prison ou même en garde à vue, ça les a vite fait réfléchir. C'est peut-être pour ça que il y a peut-être 2 ans, enfin en 2018, ils étaient des milliers. Là, regroupés sur toute la France, ils étaient 4000 et quelques, les gilets jaunes. Parce que les gens ont vu dans les informations, dans les médias, qu'en fait, que d'aller là-bas, c'était se faire taper. Voilà. Alors, j'ai pas de conseils à donner parce que franchement, je vous l'ai dit moi-même, je suis pas un meneur ou quoi que ce soit. Ça, je laisse ça à ceux qui le font déjà assez bien. Mais moi, si on me pose la question, ben, je répondrai la chose suivante. 1, il faut les affaiblir. Et pour ça, il n'y a pas d'autre manière. Comme je vous ai dit, j'ai un retour qui est catastrophe. Donc, j'ai l'impression un peu de parler bizarre. Même moi, je m'entends, ça me fait tout drôle, quoi. Avec le décalage. Donc, ce que je disais, le meilleur moyen, c'est de les affaiblir. Et pour les affaiblir, ces gens-là, il faut leur retirer toute forme de finance. Parce que si vous payez pas vos impôts, si vous arrêtez, ça veut dire en tant que commerçant, en tant qu'entreprise, de prendre les taxes à la fois sur les gens en eux-mêmes, mais de payer les taxes à l'État, il pourra plus payer ces gars-là là, qui vous empêchent de râler et qui vous mettent des coups de matraque. Eh oui, parce qu'ils sont payés par l'État, eux. Mais c'est la vérité. Je veux dire, l'armée, qui c'est qui la paye? C'est l'État. Pour eux, dans leur tête, regardez, vous avez eu Monsieur Véron qui disait, chouette, alléluia, on va mettre plus de gendarmes, on va mettre plus de policiers. Parce qu'on vit dans un état de répression plutôt de compréhension. Mais ces mecs-là, ils sont payés par l'État. Ça veut dire que dans leur tête, c'est pas vous qui les payez. C'est Monsieur Macron et sa caste politique. Donc en fait, ils s'en foutent de ce que vous dites. Le soir, ils vont rentrer. Parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, en général, les gendarmes, les CRS, ils fonctionnent un peu comme l'armée, ils sont en caserne. Alors pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement, ça leur permet de ne pas lier avec des personnes extérieures, et ça leur évite d'être un peu comme dans le sketch de Coluche, où il disait « Pan, pas sur la tête, pan, pas sur la tête, tiens Roger, t'es dans la police maintenant ?» Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand on les met en caserne, comme l'armée, on leur évite une certaine sympathie avec les gens qui sont en face. Et vous, je sais pas si vous l'avez compris, puisque les 3/4 du temps, vous êtes là en train de dire s'il vous plaît, laissez-moi râler. Non mais, oh, vous êtes perché ou quoi? Arrêtez.
Première des choses, arrêtez de payer vos impôts et tout le tralala. Vous voulez effectivement casser leur château. Eh ben, assiégez-les. Assiégez les administrations sans rien casser, parce que quand vous cassez quelque chose, ben c'est vous qui payez. C'est un peu con, hein, vous me direz. Mais assiégez-les, je sais pas. Mettez en place des sièges, mais pas que sur Paris, sur toute la France. Parce que quand vous allez sur Paris, vous centralisez votre réflexion. Et donc pour eux, c'est beaucoup plus facile de démobiliser l'intégralité, on va dire, des forces de l'ordre sur un seul et même point. Alors quand vous avez 4000 manifestants et 80 000 gendarmes autour, enfin quand je dis gendarmes, attention, c'est péjoratif, ça veut dire que 80 000 forces de l'ordre, forcément vous faites pas le poids. Mais à un moment donné, j'ai écouté une vidéo d'une dame qui disait, et c'est vrai, elle a raison, si vous attaquez sur un seul et même point, vous serez faible. Mais si vous attaquez tous les points en même temps, ça veut dire, vous montez un siège sur toute une administration. Mais sur toutes les administrations en même temps, sans rien casser. Vous arrêtez de payer vos impôts, vous arrêtez de payer les taxes. Si je reviens là-dessus, c'est parce que c'est un peu une solution adaptée sans que personne ne se fasse taper. Et là, ça va leur faire comprendre. N'allez pas au contact si vous êtes sûr de vous prendre des coups dans la tête. En plus, ça fait peur à ceux qui essayent de se mobiliser avec vous, parce que bon, tout le monde n'est pas aussi courageux que les gilets jaunes, que je respecte pour leurs actions, parce que c'est des gens bien, parce que tout simplement c'est aussi des gens comme nous. C'est des gens qui en ont marre. Alors, c'est vrai que ils n'ont aucun parti de base, et à la fois c'est tant mieux, parce que quand, comme je dis toujours, celui qu'on va faire dégager, il va falloir le remplacer, et je sais, pour ma part, je sais pas qui mettre. Mais, ce que je veux dire, ces gens-là, j'ai un profond respect pour les gilets jaunes. J'ai un vrai respect pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que ils ont du courage. Du courage d'aller dire ce qu'ils pensent. Mais, peut-être, leur seule chose qui manque, c'est une vraie organisation. C'est-à-dire une organisation qui fait que, effectivement, il faudrait que ça soit quelque chose de masse. Vous savez, bon, pour ceux qui ne le savent pas, à un moment donné, j'ai fait une vidéo il y a très longtemps. D'ailleurs, j'ai jamais diffusé sur le net parce qu'on m'a dit que c'était pas bien. J'ai fait une vidéo où je mettais le drapeau français à l'envers. Alors on m'a demandé pourquoi. Parce que peut-être, c'est peut-être le vrai symbole. Quand on met le drapeau à l'envers, c'est pour dire que ça va mal, qu'on est en danger, et c'est un peu un cri d'SOS. C'est un peu le même principe que pour le drapeau blanc. Enfin, le drapeau blanc qui dit qu'on se rend, nous on veut pas se rendre, mais on est dans un état de détresse. Et pour vous dire à quel point je dialogue avec des personnes par Messenger qui m'expliquent plus ou moins leurs problèmes, c'est un truc de dingue. Il y a des gens qui vivent avec 100 € de RSA. Des couples qui vivent avec 410 € de RSA mensuel, des gens avec 100 balles, toute charge
payer, en plus de l'électricité qui a augmenté, se retrouvent avec 30 € pour manger. Des familles. Des hommes, des femmes, des enfants. Alors, à râler pour les problèmes de retraite, bah, je veux bien, hein, ça me dérange pas, je connais des personnes âgées, et personnellement, c'est vrai ce qu'ils disent. 65 ans, je suis même pas sûr d'y arriver. Mais ce que je veux dire, il faut pas centraliser les râles, les manifestations, c'est un ensemble de choses. Quand vous avez des journalistes qui viennent et qui parlent d'un problème spécifique, parce que je ne sais pas si vous en avez déjà contacté, moi ça m'est déjà arrivé, parce que tout comme je l'ai mis sur des publications, il y a des choses que je supporte pas, la pédophilie, tout ça, ça me donne envie de gerber. Mais quand vous contactez ces journalistes, voilà ce qu'un jour, il y en a un, il m'a répondu. Écoutez bien, il m'a dit, je vous parle pas de la chaîne parce que c'est une chaîne très connue en France, il m'a dit, en grosso modo, quand les autres en parleront, quand on aura matière de plus d'une personne qui bouge pour un sujet, même la pédophilie, hein, eh ben on en parle. En attendant, à la trappe. Comme le gars là, avec l'histoire qui s'est passée à l'hôpital, personne qui le sait. Il y a plein de lois que vous ignorez, il y a plein de cas que vous ignorez, parce que les médias refusent d'en parler. Parce que pour eux, tant que les gens, c'est 1, 2, ce qu'on va dire 3 pigeons, qu'ils en parlent, ils s'en foutent. Alors, moi je partage des choses pour que les gens derrière essayent de le partager eux-mêmes pour qu'on sache. Et là, les médias bougeront peut-être, dans certains cas. Il y a des gens en France qui crèvent de faim. Je sais pas, je suis pas là pour vous faire la morale, parce que de toute façon, je suis comme vous. Mais tous les jours, je vois des médias qui s'en foutent royalement. Vous allez les voir. Essayez demain. Essayez, vous contactez des journalistes pour leur dire qu'effectivement, vous êtes au courant, par exemple. Et là, il y a un truc que j'ai mis. J'ai fait le test. Écoutez bien. Assemblée nationale, personne au courant. Député, personne au courant. Préfecture, personne au courant. Gouvernement, personne au courant. Des maires, des services sociaux, et je vous passe le nombre de personnes que j'ai pu contacter. Personne au courant. Au courant de quoi? L'État taxe 12% sur les RSA. Ça veut dire que demain, vous allez travailler, tout content, forcément, vous allez avoir des revenus, et donc vous allez acheter, par exemple, une maison, un appartement. Et puis comme la vie, comme on peut le voir maintenant, hein, je veux dire, avec toutes les merdes qu'il y a, vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain, et c'est pour ça d'ailleurs, quand j'ai mis la vidéo pour les SDF, j'ai dit dedans, j'ai dit dans la publication que ils étaient vous avant, mais demain vous achetez une maison, parce que vous travaillez, et puis, malheureusement, vous vous retrouvez au chômage, vous retrouvez pas d'emploi, donc à un moment donné, vous vous retrouvez au RSA,
derrière ça, vous payez toujours vos impôts. Voilà. Alors, à titre indicatif, à partir du moment où c'est ce qu'on va dire votre résidence principale, vous payez un impôt foncier, ce qui est normal. Et donc, voilà comment ça se passe. Et c'est là qu'est toute la subtilité. L'État vous taxe la valeur de 12% mensuel sur l'impôt foncier que vous payez sur votre RSA. Alors, je vous donne un exemple. Vous prenez une personne qui paye un impôt foncier de 1000 euros. Donc, comme il est propriétaire, il va pas, sur son RSA, on va lui retirer l'APL, l'aide au logement, mais en plus, son impôt mensuel. Parce qu'il paye un impôt foncier. Ce qui fait, au final, que ces personnes-là n'ont rien demandé à personne, par exemple, payent un impôt foncier, par exemple, de 1000 euros, et on leur retire l'équivalent de 1200 euros en plus par année. Ce qui fait qu'ils payent en grosso modo, et en théorie, 2200 euros d'impôt foncier. Parce qu'ils sont au RSA. Vous trouvez ça logique, vous? Voilà. Et allez voir les journalistes. Allez voir comme moi j'ai fait, parce que quand ces personnes-là ils sont venus me voir, j'y croyais pas au départ. J'étais comme vous, je me suis dit, c'est pas possible. Mais quand effectivement, j'ai contacté tous les organismes que je pouvais pour mettre en alerte ce problème et savoir si c'était vrai, la CAF m'a dit que c'était vrai. La CAF m'a aussi dit qu'ils allaient jamais changer d'optique vis-à-vis de ces gens. Que pour eux, la loi, c'est la loi. Voilà. Mais personne était au courant de ces fameux 12% prélevés sur le RSA parce que les gens payent un impôt foncier. Alors, ça c'est qu'une loi parmi tant d'autres. Enfin, tant d'autres. C'est simplement pour expliquer. Si demain vous allez voir des gens là, comme j'ai mis des publications, comment il s'appelle celui-là, Elie Alouche, qui est le directeur de la CAF de Nancy, allez le voir. Dites-lui, par exemple, que c'est pas logique de laisser les gens mourir de faim. Parce que vous imaginez bien que pour une personne qui a le RSA et qui se retrouve dans cette pénombre, il touche pas grand-chose. Hein. Vous savez ce qu'il va vous dire? La loi, c'est la loi. Eh ben, c'est exactement la même chose avec les CRS, l'armée ou je ne sais qui. Ils vont vous dire, monsieur, la loi, c'est la loi. La loi que le gouvernement applique. Dernièrement, j'ai vu des choses horribles. Enfin, pour ma part, qui touchent l'éducation, qui touchent nos enfants. Même là, comment vous voulez faire? On va pas aller là-bas, leur jeter des pierres, ça servira à rien comme on l'a vu. À rien du tout. Mais tant que vous serez qu'un seul, 4000 à ouvrir votre bouche, vous n'y arriverez pas. Il faut, quand on attaque effectivement une forteresse, un château, on l'attaque pas de front, on limite l'attaque de front avec un minimum d'individus. Mais en fait, le plus important, c'est ce qu'on fait sur les contours. On envoie de front des gens casse-pipe, malheureusement, mais c'est les contours qui comptent. Parce que pendant que la garnison elle est occupée avec ce qui se passe devant,
vous avez tout le loisir pour attaquer le château sur les côtés et derrière. Et ben l'État c'est pareil. Réveillez-vous. Si vous voulez leur faire du mal, c'est pas en les attaquant de front. Vous centralisez toutes vos forces en les attaquant de front. Affaiblissez-les d'une manière financière, parce que quand ils pourront plus payer les CRS et compagnie, je doute qu'il y en a qui vont sortir de chez eux juste pour se prendre des coups. Ensuite, bloquer les administrations d'une manière cohérente, parce que si vous les cassez, ça sert à rien, parce qu'en fin de compte, pour les remplacer, il faudra payer. Mais assiéger les administrations en une seule fois, ça va dire l'ensemble du territoire en une seule fois, d'une manière, on va dire, pacifique. Ça veut dire que ça leur donnera pas les raisons de nous taper. Ensuite, comme je vous ai dit, il faut que c'est là qu'il faut que les commerçants jouent le jeu, les patrons. C'est d'arrêter de payer les taxes. Et vous, arrêtez de payer vos impôts pour ceux qui les payent. Et là, effectivement, vous allez les affaiblir, vous serez plus à même d'être écoutés. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui me suivent ou qui écoutent mes interventions. Comme je vous ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à pousser les gens à la révolte, c'est loin de là même. Mais j'en ai marre qu'il y ait des personnes courageuses, comme je disais, les gilets jaunes, qui sont là pour se battre pour nous, et qui se prennent des coups. Ça me fait mal au cœur. Alors, il faut les soutenir, ces gens-là. Il faut les aider. Il faut que des avocats, des personnes qui aient envie que les choses changent, se réunissent autour d'une table. Des gens qui n'ont pas la seule envie de piquer le siège à l'autre, c'est-à-dire des gens vraiment qui sont impliqués dans les situations, et puis essayons de trouver ensemble une vraie solution. Mais avant de dégager l'autre, il faut prévoir qui c'est qu'on va mettre à la place. Voilà. En tout cas, je vous remercie, puis pour ceux qui m'écoutent ou qui m'écouteront, qui m'écouteront pas, je vous souhaite de passer un bon lundi. Et puis, à une prochaine publication. Au revoir.